Abordons désormais le sujet de l'instabilité antérieure chronique de l'épaule du joueur de rugby. Alors, comme cela vous a été rappelé précédemment, cette instabilité antérieure de l'épaule est bien fréquente dans la pratique du rugby et le risque est 2,7 fois supérieur au rugby par rapport au football, qui est aussi une activité sportive bien connue dans notre pays. Ces traumatismes de l'épaule représentent 30% des blessures et la luxation en particulier antérieure, 1,5% des blessures recensées. Cet excellent travail de Johan Bohu avec la Fédération française de rugby a permis de faire un état des lieux sur les saisons de 2008 à 2013. Vous voyez qu'il y avait 88 traumatismes de l'épaule qui ont été déclarés, donc il y a probablement des traumatismes non déclarés, 1,5% d'instabilité. Le profil type du joueur touché par l'instabilité antérieure était le joueur professionnel d'environ 22 ans au cours d'un match, plutôt en milieu de saison, à l'occasion d'un plaquage et qui présente dans 98% des cas une luxation antérieure. Cela touche préférentiellement les joueurs des lignes avant par rapport aux lignes arrière, avec un taux de récidive qui est de 2 tiers des patients qui ont présenté un premier accident d'instabilité. Alors pourquoi la luxation antérieure récidive-t-elle? Eh bien parce qu'il y a une corrélation entre différentes lésions anatomiques et en premier lieu, bien sûr, la distension de la capsule, c'est-à-dire cette structure qui comporte le ligament gléno-huméral inférieur en particulier, qui, au cours du premier accident d'instabilité, va se détendre. S'y associent des lésions dites de Bankart. Cette lésion de Bankart correspond à un détachement du labrum depuis le rebord antéro-inférieur de la glène, comme on peut le voir sur cette imagerie arthroscopique. S'y associent également des pertes de substances glénoïdiennes. Ici, vous avez cette vue en face de la glène où l'on voit clairement que son aspect piriforme a été altéré, notamment dans sa partie antérieure, où il y a un véritable méplat. Et bien évidemment, s'y associent également d'autres lésions osseuses comme cette encoche postéro-supérieure de la tête humérale que l'on peut parfaitement identifier ici comme fracture impaction de la tête humérale. Donc, la luxation antérieure récidive parce qu'il y a une association plus ou moins variable en ce qui concerne notamment leur importance entre ces différentes lésions, à la fois au niveau des parties capsulo-ligamentaires, mais également des structures anatomiques osseuses. Alors, quelle est la spécificité des luxations récidivantes antérieures chez le joueur de rugby? Eh bien, les excellents travaux des équipes japonaises ont montré qu'il y avait plus de 80% de lésions osseuses glénoïdiennes chez le joueur de rugby, comme on peut le voir ici sur cette imagerie scanographique. Qu'il y a clairement une corrélation entre le nombre de luxations que le patient, que le sportif a présenté et l'importance des défects osseux constatés. Et dans leurs études, ils ont montré qu'à partir de 2 luxations, eh bien, il y avait quasiment 70% de lésions osseuses retrouvées tant sur la tête humérale qu'au niveau du rebord antéro-inférieur de la glène. Alors, petit aparté sur l'instabilité de l'épaule et la commotion cérébrale. Eh bien, la littérature nous a fourni cet article qui est particulièrement intéressant parce que vous voyez que les auteurs ont analysé plus de 4000 plaquages en vidéo. Parmi ces 4000 plaquages, ils ont identifié 14% de plaquages qui étaient dits à risque de commotion. Et c'est ce qu'on vous montre ici en figure B. On sait très bien que la tête doit se porter en dehors du tronc du plaqué et non pas en dedans, au risque bien sûr de recevoir le joueur sur l'épaule, mais également et surtout sur la tête humérale, sur la tête, pardon. Et 14% de ces plaquages étaient donc, on va dire, mal positionnés, mais de manière intentionnelle. Et c'est là où cette étude est intéressante, c'était à la question aux joueurs, pourquoi avez-vous plaqué de cette manière-là? Il y avait 3 réponses. La première, c'était l'habitude du joueur. La seconde était la protection de l'épaule. La troisième, c'était le porteur de balle qui avait changé de direction. Donc, ce qui est important de signaler, c'est qu'un certain nombre de plaqueurs vont modifier leur technique de plaquage pour protéger leur épaule, et c'est-à-dire volontairement recevoir le joueur au niveau de la tête. Donc, l'instabilité de l'épaule peut être une cause, on va dire un facteur de risque de commotion cérébrale si le joueur continue à jouer avec cette épaule instable. Alors, il y a plusieurs finalement situations bien différentes dans le cadre de l'instabilité. Il y a la luxation vraie, celle que vous voyez sur la radio, où le patient sort bien sûr du terrain parce que l'épaule est luxée et cela vous a été décrit précédemment par le docteur Hardy.
Il y a deux autres situations qui sont la subluxation, que l'on voit ici à l'imagerie, c'est-à-dire le patient s'est auto-réduit, l'épaule est sortie, mais il a réussi à la réduire, et ça peut être d'ailleurs une luxation auto-réduite, mais le joueur a continué à jouer. Et puis, il y a une dernière situation qui est l'épaule douloureuse instable, sur laquelle on reviendra cliniquement. Mais vous voyez qu'effectivement, on peut en quelque sorte jouer avec une épaule instable, et on retrouve sur cette vidéo un plaquage qui est absolument pas conventionnel, hein, où le joueur a engagé plus que son épaule, puisqu'il a essayé d'arrêter sans entourer le plaqué de ses deux bras, à arrêter le joueur de la manière dont il pouvait. À l'examen clinique, lorsqu'on rencontre une épaule instable, très rapidement, puisqu'on a déjà décrit précédemment ce tableau, le premier point fondamental, c'est l'anamnèse. C'est-à-dire qu'il faut interroger le patient pour connaître la position du bras lors du traumatisme. Il faut également à l'interrogatoire identifier une véritable appréhension que le joueur peut percevoir, principalement en abduction-rotation externe. Mais ce n'est pas toujours vrai. Regardez ces deux images qui m'ont été fournies par les joueurs eux-mêmes. La première, en haut et à droite, où vous voyez bien sûr que le bras est en abduction-rotation externe, mais la seconde, juste en dessous, où le joueur est en train de marquer un essai, eh bien, vous voyez qu'il n'est pas en abduction-rotation externe, c'est son épaule gauche qui se luxe, hein, mais il est tombé sur l'épaule. Donc, tout cet interrogatoire est fondamental pour identifier la direction et objectiver une véritable instabilité, surtout lorsqu'il y a uniquement des épisodes de subluxation. La luxation vraie ne pose pas de problème. Bilan radiographique avec une épaule en dehors vous permet de faire le diagnostic aisément. Cliniquement, deux tests sont à retenir. Vraiment, brièvement, je vais m'arrêter dessus. C'est le test d'appréhension antérieure, où en abduction-rotation externe, le patient ressent cette sensation possible d'instabilité, et le test de recentrage, où là, le patient est en décubitus dorsal, on vient recentrer la tête humérale, et il perçoit un soulagement avec une disparition de l'appréhension. L'épaule douloureuse instable est un syndrome un peu particulier où le patient n'a véritablement pas ressenti d'instabilité, mais il a bien eu un traumatisme, souvent en abduction-rotation externe, lors d'un match. Il peut avoir perçu une douleur fulgurante avec ce qu'ils décrivent souvent comme étant une décharge électrique allant jusqu'au bout de la main, hein, véritablement décrite comme ça par le patient. Et en fait, c'est des patients qui ont une instabilité de l'épaule, mais pour lequel, au premier plan clinique, c'est la douleur qui est rapportée. Une douleur d'ailleurs que l'on retrouve très bien à la manœuvre d'appréhension, où le patient a mal à une abduction-rotation externe avec test de recentrage qui diminue la symptomatologie douloureuse. Là encore, en deux mots, quel bilan d'imagerie dans le cadre d'une instabilité doit-on privilégier? Je dirais que l'imagerie en coupe me paraît élémentaire. L'IRM est un bilan d'imagerie qui permet parfaitement bien de voir les œdèmes osseux, notamment lorsqu'il y a eu une luxation très proche de l'examen radiographique, qui permet de bien identifier des anomalies de la coiffe des rotateurs, mais elle peut sous-estimer des lésions osseuses ou ne pas voir du tout de lésions labrales antéro-inférieures. L'arthroscanner, quant à elle, permet de bien visualiser à la fois les lésions osseuses et les lésions labrales. Donc, cet examen en injection de produits de contraste, mais également les lésions de la coiffe des rotateurs ajoutées. Enfin, le scanner lui-même, avec une reconstruction 3D sans injection intra-articulaire, est probablement le plus pertinent pour voir uniquement les lésions osseuses. Donc, l'IRM est, à mon sens, dans ma pratique, le moins pertinent pour un bilan d'une instabilité de l'épaule. L'arthroscanner ou éventuellement l'arthro-IRM, même si en France on en a peu l'habitude, est probablement le plus complet, y compris pour faire le bilan des lésions d'instabilité ou lorsque l'on a un diagnostic différentiel à évoquer, puisqu'il peut y avoir effectivement une symptomatologie proche d'une lésion de la coiffe, enfin, un diagnostic qui n'est pas particulièrement précis sur le contexte d'instabilité. Et enfin, le scanner avec une reconstruction 3D qui a comme avantage, souvent en préopératoire, de parfaitement identifier les lésions osseuses de passage. La chirurgie de l'instabilité antérieure se résume quelque part en deux points. Il y a toutes les chirurgies de réparation capsulaire pure, qui sont des procédures anatomiques qui permettent de réinsérer le labrum et la capsule, qui peut se faire de manière arthroscopique ou éventuellement conventionnelle, c'est-à-dire en chirurgie ouverte. Et puis la stabilisation par butée, qui est une chirurgie, on va dire, non anatomique, là encore arthroscopique ou conventionnelle.
La Société française de chirurgie de l'épaule et du coude a fait le point il y a quelques années sur une large cohorte de patients sur les risques de récidive après chirurgie d'instabilité et sortait 5 points. Bien sûr, la pratique d'un sport à risque, et en particulier d'un sport de contact, le niveau de pratique, compétition plus que loisir, l'âge jeune, qui est un facteur de récidive d'une instabilité après chirurgie, l'hyperlaxité constitutionnelle et bien sûr les lésions anatomiques initiales qui pourraient ne pas avoir été traitées. Et globalement, quand on fait le point, on a à peu près 6% de récidive après une chirurgie par butée, 20% après une chirurgie dite de Bancard, c'est-à-dire une procédure uniquement sur la capsule et les ligaments et le labrum, à environ 20% de récidive dans ce cas-là. Et lorsqu'on le fait de manière arthroscopique, et vous voyez, le taux de récidive est supérieur à la chirurgie conventionnelle. Donc, ce n'est pas parce que l'on a une butée que l'on ne peut pas avoir de récidive, comme on le montre la radio ci-dessus, où eh bien, les vis ont été tordu par un nouvel épisode d'instabilité. Alors, à titre personnel, nous avions cette expérience des joueurs de rugby très spécifiquement dans cette étude que l'on a menée il y a quelques années avec des patients qui étaient uniquement des joueurs de rugby de niveau régionaux ou internationaux, avec une chirurgie uniquement de retention de la capsule, de réinsertion du labrum à 7 ans de recul. Et nous avions à déplorer 17% de récidive, c'est-à-dire des patients qui ont repris le sport, mais qui malheureusement ont présenté un nouvel épisode de subluxation ou de luxation. Et en parallèle de cela, l'équipe de Gilles Vache et de Lionel Lenton avait mené une étude à peu près similaire, à peu près le même nombre de patients, avec un peu plus de recul moyen, le même niveau sportif, mais ils n'avaient aucune récidive après une chirurgie par butée, bien qu'ils avaient retrouvé à peu près 14% de patients qui présentaient encore une appréhension en abduction en rotation externe, mais aucune récidive sous la forme de luxation, de subluxation. Alors pourquoi la butée est-elle plus stable? Eh bien parce que la butée va agir par plusieurs verrous. Il y a d'abord, bien évidemment, l'effet butoir de la greffe osseuse qui vient non seulement compenser l'érosion de la glaine antérieure, mais en plus qui fait un obstacle, mais qui crée un obstacle mécanique à la luxation de la tête humérale. Mais aussi, il y a un effet mécanique lié au tendon conjoint, que vous voyez bien sur cette imagerie, qui va venir, si vous voulez, sangler la partie inférieure du sous-scapulaire et qui va s'opposer à la translation antérieure de la tête humérale. Et cet effet du tendon conjoint agit de manière assez significative, vous voyez, à ce qu'on appelle mid-range, c'est-à-dire à une abduction-rotation externe 60 degrés à peu près. Eh bien, on a 40% d'effet buté, 60% d'effet tendon conjoint. Mais lorsqu'on est en abduction complète, rotation externe complète, abduction 90 degrés, rotation externe complète, eh bien, le tendon conjoint a un effet d'environ 75% pour stabiliser la tête humérale. Alors, il y a une vraie opposition, on va dire, philosophique entre l'Europe, on va dire la France en particulier, et les États-Unis. Vous savez qu'on a toujours l'impression que ce qui vient des États-Unis est toujours mieux. Eh bien, aux États-Unis, il y a une mauvaise expérience de la butée qui sont liées à un certain nombre de travaux de la littérature. Et ils ont aussi des sportifs de contact et de collision avec le foot US, où ils ont retrouvé 30% de complications, ce qui est un taux de complications assez important après chirurgie par butée, lié notamment à des reprises chirurgicales, des récidives jusqu'à 6%, ce qui est à peu près ce que l'on trouve en Europe, mais surtout, vous voyez, d'autres complications qui ne sont pas qui sont constatées en post-opératoire. Alors, fort de cette littérature, nous avions nous-mêmes, dans notre équipe, réalisé à peu près une étude similaire où, sur une cohorte un tout petit peu plus réduite, on a évalué les risques post-opératoires liés à la confection d'une butée chirurgicale. Eh bien, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'hématomes post-opératoires, environ 6%, qui est lié au fait que l'on transpose une greffe osseuse. Il y a, en tout cas dans notre série, il n'y avait pas eu de problème d'infection ni de récidive, d'instabilité, mais en effet, on trouve à peu près 1 à 2% de risque d'infection post-opératoire. Il y a sans aucun doute la nécessité de retirer dans certaines situations les vis qui peuvent créer une certaine douleur antérieure dans le compartiment antérieur. Et l'équipe de Gilles Valls avec Arnaud Codnèche ont rapporté effectivement la justification de retirer parfois les vis si elles sont douloureuses, environ 7% pour nous, et à peu près une situation à peu près similaire dans leur série. Il peut y avoir des atteintes neurologiques qui sont souvent régressives et qui sont liées à une atteinte partielle du nerf axillaire qui peut se voir soit en post-traumatique, soit en post-opératoire d'environ 1,5% que l'on peut constater, mais qui sont souvent régressives.
Et enfin, il y a bien sûr des modifications radiologiques qui ne sont pas véritablement des complications, mais qui sont liées à un remodelage de cette greffe osseuse qui va se remodeler sur le défect osseux qui est nécessaire. Et fort de cette littérature, enrichie notamment par les Européens, on voit que la tendance américaine, vous voyez, depuis 2010, cette tendance, on note une nette progression des indications de la targée, probablement convaincue par la supériorité en termes de stabilité que l'on peut obtenir avec cette chirurgie. Y a-t-il, et c'est toujours la question de nos patients, est-ce que je pourrais rejouer au rugby? La réponse est oui, c'est d'ailleurs l'objectif de la chirurgie. Les études de la littérature ont montré que le retour après une chirurgie d'instabilité dans un sport de contact évoluait entre, vous voyez, 95 et 100% en fonction du type d'intervention proposée. Et cette étude est un tout petit peu surprenante quand on regarde la Butée-Latargé qui propose un retour en moyenne entre 56 et 100% dans cette méta-analyse. C'est bien sûr pas l'expérience que l'on a, mais en tout cas, c'est ce que la littérature rapporte. On y reviendra un peu plus tard dessus. La deuxième question qu'en principe posent les joueurs de rugby, c'est quand est-ce que je vais revenir? Alors, quand est-ce que je vais revenir? Ça répond à un certain nombre de facteurs qui sont bien sûr des facteurs biologiques. On sait que par exemple, quand on répare une lésion du labrum, eh bien, il y a environ 3 mois de cicatrisation après cette réinsertion. C'est une extrapolation que l'on peut établir à partir de modèles animaux qui ont été bien sûr contrôlés. Chez l'humain, on n'a pas fait, mais on peut tout à fait imaginer qu'il y a environ 3 mois de cicatrisation. Il y a d'autres facteurs qui sont liés notamment à l'acte opératoire et la façon dont on va réparer les lésions antérieures confectionnées à la butée est importante. Par exemple, si vous décisez le sous-scapulaire au moment de le franchir ou si vous le ténotomisez, c'est-à-dire vous le soulevez en entier, ou encore si vous faites une chirurgie arthroscopique. Eh bien, la décision, c'est l'équivalent d'une déchirure musculaire et on sait qu'au bout d'environ 3 semaines, on a récupéré un corps musculaire quasiment cicatrisé. En revanche, si vous faites une ténotomie, vous soulevez le tendon, eh bien, on sait qu'il y a une phase de cicatrisation tendineuse qui est un peu plus supérieure. Quant aux techniques arthroscopiques, il y a aujourd'hui peu d'études qui nous permettent d'évaluer la qualité de la cicatrisation du tissu, mais à juste titre, théoriquement, nous sommes moins agressifs, donc ça devrait être plus rapide. Le facteur limitant principal par la butée, de la butée, c'est la consolidation osseuse. C'est-à-dire qu'une butée reste une greffe osseuse sur laquelle mécaniquement on doit obtenir une ostéo-intégration et on sait que cette ostéo-intégration s'avère être en général suffisante à partir de 3 mois, mais peut aller jusqu'à 6 mois de consolidation. Donc c'est un élément qu'il faut prendre en compte en général dans l'autorisation de reprise du contact en particulier. Et puis il y a des facteurs musculaires et mes collègues MPR et rééducateurs probablement connaissent bien mieux le sujet que moi, mais on voit bien sûr qu'après une butée, eh bien, il y a un défect en rotation interne et en rotation externe avec un déséquilibre connu, mais le ratio RE-RI reste stable à 1 an post-opératoire. En revanche, la fatigabilité musculaire semble s'améliorer et se normaliser au-delà d'1 an. Donc, il y a effectivement des facteurs musculaires qui ne contre-indiquent pas souvent la reprise du contact, mais qui vont sans aucun doute montrer qu'il y a des déficits musculaires qui se constatent au-delà d'1 an. Et puis après, il y a des facteurs psychologiques et je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce qu'il y a toute une présentation sur ça et nos collègues Jérôme Eta et Bouhu ont édité ce score psychologique qui est particulièrement intéressant. L'équipe suisse a montré que sur des IRM dynamiques réalistes des patients qui étaient instables et que l'on a opéré et stabilisé à 1 an de l'intervention, eh bien, il y avait une diminution de l'activité neuronale prémotrice du cortex orbitofrontal, qui est un cortex qui manifeste l'appréhension lorsque le joueur est mis en situation, en particulier lorsqu'on stimule par une vidéo où l'on voit une abduction rotation externe et une luxation de l'épaule. C'est particulièrement intéressant parce que cela montre qu'il y a encore de l'activation 1 an après l'intervention de ces stimuli orbitofrontaux, mais qu'ils restent présents alors que l'épaule est considérée comme stable après chirurgie. Alors en pratique, quel est le délai de retour au même sport et au même niveau? C'est là la question et l'on constate qu'en fonction de l'intervention réalisée, après une butée Latargé, eh bien, on va
le patient revient plus vite qu'après une pancarte arthroscopique, qu'après un pancarte avec remplissage de l'encoche. Donc, je ne me suis pas étalé sur le sujet aujourd'hui, ou encore une chirurgie par pancarte conventionnelle. Donc, dans cette méta-analyse d'Abdul Razoul, on voit que la butée permet un retour le plus rapide au sport. Et quand on parle de retour au sport, c'est retour au sport dans cette étude au même niveau, c'est-à-dire au niveau compétition, avec un même rendement, qui est environ en moyenne de 5 mois. Alors, il y a toujours, bien sûr, des exceptions, mais vous voyez qu'il faut quand même aux alentours de 5 mois pour retrouver son niveau. En conclusion, l'instabilité antérieure chronique du joueur de rugby est souvent associée à des lésions osseuses de passage. Le bilan justifie de réaliser une imagerie en coupe en vue d'une chirurgie qui est souvent requise pour maintenir le niveau sportif, voire poursuivre l'activité sportive. Dans la littérature et dans notre expérience, la butée selon la TRJ semble être la plus efficace en termes de stabilisation à long terme des patients qui pratiquent le rugby ou les sports de contact. Je vous remercie de votre attention.